Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du magazine de la santé. Aujourd'hui, nous allons parler de l'allaitement maternel. Le lait maternel, savez-vous qu'on l'appelle aussi élixir indétrônable, élixir de santé, breuvage exceptionnel, repas tout en un. L'Organisation mondiale de la santé recommande que pendant les 6 premiers mois de sa vie, le bébé soit nourri exclusivement au lait maternel. Malgré tous ces bienfaits, l'allaitement maternel est de plus en plus délaissé en Afrique, alors que dans d'autres régions, il revient au devant de la scène. S'il était bien pratiqué, l'allaitement maternel sauverait la vie de 820 000 bébés chaque année selon l'OMS. Quels sont les bienfaits de l'allaitement pour la mère et l'enfant? Pourquoi est-il délaissé en Afrique? Nous allons poser ces questions au professeur Anne-Esther Jom-Lend. Anne-Esther Jom-Lend dirige l'hôpital d'Essos de Yaoundé au Cameroun. Elle est professeure en pédiatrie et néonatologie. Grande spécialiste de la santé des enfants, elle préside par ailleurs l'Association camerounaise des femmes médecins. Bonjour professeur Anne-Esther. Bonjour madame. Merci d'être avec nous pour parler de l'allaitement maternel. C'est moi qui vous remercie. En préparant cette émission, je suis tombée sur une définition. Le lait maternel est un liquide vivant, unique, qui évolue pour répondre aux besoins croissants et au développement de l'enfant. 3 mots-clés retiennent mon attention. Vivant, unique, évolutif. J'aimerais que vous nous expliquiez chacune de ces notions. Que contient ce merveilleux nectar? Merci de me donner la parole. En fait, le lait maternel, effectivement, c'est le lait de la mère, de femme. Et comme je dis, il est unique d'abord pour le nouveau-né humain parce qu'on n'avait jamais vu une vache nourrir son enfant avec le lait d'une chèvre. Donc il est d'abord unique. Je vais commencer par la fin, il est évolutif. Donc on sait aujourd'hui que le lait d'une femme qui a accouché prématurément, par exemple à 30 semaines, n'a pas la même composition que le lait d'une femme qui a accouché à terme. Et ça, c'est pour répondre aux besoins spécifiques du prématuré qui, en rattrapage de croissance, ce lait aura une charge plus importante, notamment en protéines, pour répondre à ce besoin de croissance. C'est pour dire qu'il est évolutif, déjà, selon la datation de la grossesse et le moment de la naissance. Ce lait est vivant parce qu'il contient un certain nombre de cellules, et notamment des cellules immunocompétentes qui vont aider l'enfant à se défendre contre les infections, et un certain nombre de produits, les immunoglobulines également, qui vont aider dans la charge anti-infectieuse. Et maintenant, ce lait est variable également dans le nictémère, comme je disais, même au sein de la tétée, la composition du lait n'est pas la même. Le lait de début de tétée est un lait qui va apparaître généralement un peu transparent parce qu'il a une charge lipidique moins bonne, alors que le lait de fin de tétée est un lait qui est opaque, opalescent, parce qu'il a une charge lipidique plus importante et qui va conduire à la satiété de l'enfant et l'enfant va lâcher le sein. On sait également que le lait va varier dans la durée. Le lait juste après la naissance, qu'on appelle habituellement le colostrum, qui est un lait très riche en immunoglobulines et qui vont donc aider, ils vont constituer ce premier vaccin, est différent du lait de transition qui va apparaître à la fin du 5e jour de vie jusqu'au vers le 14e, avant de faire place au lait mature, qui lui sera un lait beaucoup plus chargé en lipides, et en lipides dont on connaît le bénéfice sur le développement cérébral. Donc c'est pour dire que c'est un lait qui est vraiment vivant, il s'adapte aux besoins de la croissance du nourrisson, il s'adapte aux besoins du nourrisson selon son terme de naissance, et il s'adapte également aux besoins de le nourrisson pendant la journée. Donc c'est un lait exceptionnel, j'ai envie de dire. Donc la richesse de ce lait, de par ses constituants, font que l'allaitement maternel soit bien pensé par la nature en elle-même, puisque vous parlez d'une composition assez riche.
Automatiquement, mais je pense que ça c'est juste naturel. C'est-à-dire que, comme je dis, vous n'avez jamais aperçu une chèvre nourrir son enfant avec lait de vache, donc c'est juste naturel. Ça veut dire que dans toutes les situations, on doit pouvoir permettre que la mère pratique son allaitement maternel de manière optimale. Parce que là aussi, l'allaitement maternel doit être pratiqué, mais il faut qu'il soit pratiqué de manière optimale pour apporter tous les bénéfices qu'il peut apporter à l'enfant. Alors à propos de bénéfices, je l'ai dit en introduction, le lait maternel s'appelle aussi élixir de santé. Quels sont les bienfaits pour la santé de l'enfant? Durant les 6 premiers mois de la vie, la pratique de l'allaitement maternel de manière exclusive a des bénéfices réels prouvés sur la réduction des infections respiratoires, la réduction des infections diarrhéiques. On a parlé tout à l'heure de ce que ça apporte. Effectivement, ça apporte dans la flore, une flore bactérienne spécifique. Il y a des bifidobactéries, il y a ce qu'on appelle les probiotiques. Ça facilite le fait que les germes extérieurs pathogènes ne viennent pas s'implanter dans la flore et ne provoquent pas de diarrhée. Donc, on a une baisse significative des diarrhées, on a une baisse significative de tout ce qui est infection respiratoire, sphère ORL, rhinopharyngite, otite et tout. Ça, c'est vraiment prouvé. Et donc, avec tout ce qui va de manière subséquente, à savoir les consultations additionnelles et le risque d'hospitalisation. Mais maintenant, il y a d'autres bénéfices qui sont liés tout simplement au fait que c'est le lait de la propre mère. Alors que quand vous prenez du lait de vache, il y a des protéines étrangères, particulièrement qui sera responsable de ce que l'on appelle l'allergie aux protéines du lait de vache, qui est une pathologie bien décrite et qui peut entraîner des symptômes divers, pouvant aller même à des symptômes relativement graves, avec du sang dans les selles et des troubles de croissance et un certain nombre de choses. Donc ça, c'est juste pour parler des bénéfices immédiats durant la petite enfance, j'ai envie de dire. Maintenant, aujourd'hui, on sait qu'au-delà de ces bénéfices anti-infectieux, il y a d'autres bénéfices, notamment sur la prévention de l'obésité, sur la prévention des maladies cardiovasculaires à l'âge adulte et tout ce qu'on appelle le syndrome métabolique. Donc, c'est dire qu'en réalité, il vaut mieux que l'enfant soit nourri au lait de sa propre mère. Il aura une croissance, même lorsque les enfants grossissent beaucoup à la limite sous allaitement maternel, en général, ça va s'équilibrer et le risque d'obésité n'existe pas. Et on sait que cette composition est vraiment bénéfique. Il y a du lipide, la même quantité de lipides dans le lait de mère que dans le lait de vache. Cependant, dans le lait de mère, on a plus d'acides gras essentiels pour le développement cérébral et donc la composition est juste ajustée aux besoins de l'homme. Donc c'est juste miraculeux, n'est-ce pas? Donc de voir que la nature a fait pour l'homme le lait qu'il lui fallait pendant les 6 premiers mois de vie et bien sûr au-delà. Sauf qu'au-delà de la période de 6 mois, bien sûr, l'allaitement doit être complété parce qu'il ne couvre plus suffisamment tous les besoins nécessaires à la croissance optimale de l'enfant. Donc, parlant de développement cérébral, si je comprends bien que je suis une mère en âge de procréer, que je donne mon sein à mon bébé, je peux espérer que mon enfant soit juste un génie. Ça a un effet sur les résultats scolaires de l'enfant? On sait que de toute façon, ça prédispose à un bon développement cérébral et de toute façon, les mères doivent être rassurées qu'en le faisant avec les autres facteurs additionnels, le lien affectif et tout ça, la stimulation que ça produit, elles ont de fortes chances que l'enfant se développe de manière optimale. Et il faut de toute façon savoir que la plupart des laits artificiels, entre guillemets, visent à copier le lait maternel. C'est-à-dire qu'ils visent à se rapprocher de cette composition en acides gras essentiels. Mais c'est merveilleux. Et les bénéfices pour la maman, l'allaitement maternel? Alors l'allaitement maternel, effectivement, a également des bénéfices pour la mère. On recommande, j'aimerais dire, le démarrage de l'allaitement maternel en salle de naissance. Parce que pour arriver à 6 mois, on sait que le facteur prédictif le plus important, c'est le moment du démarrage. Donc la mise au sein précoce prédit de manière assez associée la probabilité que la mère arrive à 6 mois. Donc l'OMS recommande qu'en salle de naissance, l'enfant soit mis au sein. Et on sait que cette mise au sein va effectivement faciliter justement parce que ce qui permet l'éjection du lait joue également sur l'utérus et donc sur l'involution utérine, ça va favoriser l'involution utérine. Le lait maternel va créer quand même un petit coup métabolique qui va faire que la mère, parce qu'elle allait, donc va
plus facilement perdre du poids, plus facilement regagner sa ligne que celle qui n'allait pas à cause justement de ce coût métabolique de l'allaitement, ce coût calorique, puisqu'elle donne quand même un transfert à l'enfant. Le lait maternel aura également un effet bénéfique sur la réduction du risque de survenue du cancer du sein de manière, dans les populations, dans des études, il y a une association au fait d'allaiter et d'avoir moins de risque d'avoir le cancer du sein. Donc voilà quelques éléments qui montrent que l'allaitement maternel est bien, pas seulement pour l'enfant, mais également pour sa mère. Et en quoi l'allaitement maternel est aussi important pour la relation mère-enfant et pour l'économie du foyer en général? L'attachement, ça fait partie de la mise en route de la relation mère-enfant, juste après la naissance. Aujourd'hui, ce qui est recommandé, c'est après la naissance, le pot à pot. Il faut poser l'enfant sur le tronc de sa mère, d'une part pour le contact, indépendamment des méthodes kangourou ou autres. Parce qu'en réalité, la première consultation pédiatrique objective, la bonne adaptation à la vie extra-utérine, l'absence de problèmes et surtout le démarrage de la relation mère-enfant. Et ce démarrage sera d'autant plus à observer qu'il y a eu des problèmes particuliers, une grossesse difficile, un enfant non désiré, un certain nombre de choses et parfois une médicalisation de la grossesse, une séparation mère-enfant, parce que tout ça peut jouer. Et donc, le fait de mettre l'enfant au sein, d'observer la tétée, de le regarder comme cette maman, parce qu'il y a dans l'observation de la tétée, il faut également voir est-ce que la maman donne le sein en regardant ailleurs et tout. Donc, ça permet en principe de bien aider au démarrage de cette relation mère-enfant. Et on constate qu'il y a un bénéfice économique réel, puisqu'elle ne va pas acheter le lait artificiel. Ensuite, ça réduit les événements intercurrents qui peuvent susciter ou occasionner des consultations. On a vu ça réduit les infections ORL qui sont l'apanage des enfants, à peu près 5 infections ORL par an. Donc tout ça, ça va être réduit et donc forcément, il y aura un bénéfice économique pour la famille et je pense que tout le monde sera content parce qu'on a économisé un peu d'argent. Tout à fait. Et pourtant, en dépit de toutes ces vertus, selon l'enquête de santé 2018, 40% seulement de femmes camerounaises pratiquent l'allaitement maternel exclusif avant 6 mois, ce qui est une recommandation de l'OMS, comme vous l'avez dit. Je vous propose de regarder un reportage qui explique les raisons du délaissement de l'allaitement maternel. Nourrir son bébé au sein n'est pas la priorité de toutes les mères. Pourtant, le lait maternel est le premier vaccin et l'aliment idéal pour le nourrisson de moins de 6 mois. Quartier Colmessan, Yaoundé. Nous sommes chez Louise, une mère de 19 ans, serveuse dans un bar et travailleuse achenée. Bien qu'elle ne travaille pas aujourd'hui, Louise laisse tout de même sa maman s'occuper de son bébé. Puis, la jeune mère estime que ces activités sont une raison suffisante pour priver son bébé du sein. J'ai commencé à donner le biberon et le sein. Et j'ai arrêté de lui donner le sein à 1 mois. Et j'ai continué avec l'allaitement artificiel. Parce que moi, je devais travailler. La grand-mère de Djadidja ne voit pas d'inconvénient à l'allaitement artificiel que pratique sa fille. Elle donnait le sein à l'enfant. Elle serait obligée de l'amener partout. On peut sortir quand elle veut, rentrer quand elle veut. Perte de liberté. L'une des contraintes de l'allaitement maternel selon lui, c'est de nombreuses femmes africaines. Mais ce n'est pas la seule. Pour d'autres, l'allaitement maternel aura des effets négatifs sur le sein de maman. Quartier Santa Barbara, Yaoundé. Nous nous rendons chez Laetitia, une jeune mère particulièrement soucieuse de son apparence physique. Ce matin, comme à son habitude, elle prend tellement de temps pour se maquiller qu'elle en oublie de préparer le repas de son bébé. Oh, le petit bébé. Laetitia refuse d'allaiter son bébé de 5 mois, de peur de voir son sein tomber.
J'avais une amie qui a accouché. Je l'ai assistée jusqu'au sevrage de son bébé. Bon, ses seins sont vraiment tombés, moi ça ne m'a pas plu. Je me suis mise une seule fois en tête que le jour où j'accouche, il ne va jamais allaiter mon bébé. Qu'est-ce que tu vas alors aujourd'hui? Pour combler les besoins naturels du nourrisson, la grand-mère est obligée de l'allaiter elle-même. Une responsabilité qu'elle assume avec sourire. Et comme ça, je fais le calme. Parce qu'il y a le moment que lui il a besoin de cela. Et comme sa maman a refusé de l'allaiter, je me bats comme ça avec lui. Manque de temps dû au travail, crainte des seins abîmés, autant de causes plus ou moins fondées à l'origine de la baisse de l'allaitement maternel. Pourtant, selon l'OMS, tous les nourrissons de moins de 6 mois devaient être exclusivement nourris au sein. Mais à qui profite la baisse de l'allaitement maternel? Pour obtenir des réponses, nous nous rendons dans un supermarché très fréquenté de Yaoundé. Supermarché d'offres, 10 heures. Nous retrouvons la chef du rayon de lait infantile. Remplacer les laits là qui ont été touchés. La journée commence à peine et son rayon est déjà pris d'assaut par des mamans qui ont délaissé l'allaitement maternel au profit des laits artificiels. Une tendance qui entraîne l'explosion de ce marché. En Afrique, le chiffre d'affaires des laits infantiles a augmenté de plus de 16% entre 2014 et 2016. Nous avons à peu près 12 fournisseurs, 12, qui font dans le lait pour enfants. Nous avons le premier âge, de 0 à 6 mois. Le lait pour nourrissons est véritablement un business qui paye maintenant. À chaque fois, il va falloir remplacer. Au Cameroun, 60% des nourrissons de moins de 6 mois sont victimes d'un mauvais allaitement. Pourtant, la pratique optimale de l'allaitement maternel pourra sauver la vie de 800 000 enfants dans le monde selon l'OMS. Comment sensibiliser les mamans? Comment aider celles qui ne savent pas allaiter? Pour obtenir des réponses, nous nous rendons dans un hôpital spécialisé dans la santé des nourrissons. Case de Koldongo Yaoundé. Nous retrouvons l'infirmière Brigitte Lemeu. Ce matin, elle organise une séance de sensibilisation des jeunes mères sur des bonnes pratiques en matière d'allaitement maternel. Mes chères mamans, bonjour. Quand on dit allaitement maternel, ça veut dire quoi? L'allaitement maternel, ça veut dire qu'on donne exclusivement le lait maternel à l'enfant sans introduire autre lait dans cela. Ça, c'est bien. Je ne donne que mon sein à l'enfant jusqu'à l'âge de 6 mois. Est-ce que le travail peut vraiment empêcher la mère de donner son lait? Quelle est la solution à ce problème-là? Oui, maman. Elle presse le lait. Applaudissez pour elle. Lorsque vous voulez exprimer le lait, ne touchez pas partout ici, ça ne sert à rien. Prenez simplement le bout de votre sein et puis vous pressez. Plus vous allez presser, plus vous allez vider le contenu du sinus lactifère et ça va continuer à se charger grâce à une hormone qu'on appelle ocytocine. C'est bien compris, mes mamans? Le lait maternel qu'on presse là pour garder. Vous collectez des petits flacons en plastique lavable. Quand vous avez exprimé le lait, vous mettez dans le plastique. Vous pouvez décider que chaque plastique doit avoir 90 ml de lait. Vous exprimez votre lait dans un contenant qui a les mesures et quand ça atteint 90, vous versez dans un flacon. Vous écrivez la date sur le flacon et vous posez au congélateur. Comment est-ce que les mamans ou les jeunes filles qui viennent d'accoucher refusent de donner le lait au bébé sous prétexte que le sein va tomber par la suite? C'est une bonne question, non? Qui va répondre? Alors, la maman va répondre. Quand on allaite le bébé ou pas, le sein va tomber.
C'est ce que nos jeunes sœurs oublient. Très bien. En réalité, que nous allaitons l'enfant ou pas, on finit par vieillir. La sensibilisation porte déjà ses fruits. Je ne savais pas comment conserver le lait maternel. Aujourd'hui, vraiment, j'ai été édifiée. Parce que j'ai compris que je peux conserver le lait maternel aussi longtemps possible. Au départ, j'utilisais les 2 doigts. Donc, un doigt en bas et un autre au-dessus. On a dit que c'est pas bien, que ça divise le sein en 2. Et maintenant, on a dit que c'est 4 doigts et un doigt au-dessus du sein. Il a 4 mois. Et il ne prend que ton sein. Des résultats qui montrent qu'adopter les bonnes pratiques en matière d'allaitement passe par une information de qualité et une pédagogie adaptée. Condition sine qua non pour faire reculer la malnutrition infantile en Afrique. Professeur, on l'a vu dans le sujet, beaucoup de femmes refusent d'allaiter car selon elles, ça abîme le sein. Est-ce vrai? Pour les questions d'esthétique, je dois dire que c'est un moindre problème. Il faut quand même savoir que l'allaitement, pour qu'il réussisse, il faut que la femme soit éduquée à mettre l'enfant au sein dans une bonne position et dans une bonne prise. Et c'est ça que nous faisons dans nos consultations à lactation. Si le lait, la prise n'est pas bonne, c'est-à-dire l'enfant ne prend pas toute l'aréole mammaire, la mammaire aura des crevasses et toute cette pathologie va faciliter l'affaissement. On explique également aux mères que le port d'un bon soutien-gorge, déjà pendant la grossesse, parce que pendant la grossesse, il y a une prise de volume et après la grossesse, justement, après l'allaitement, il y a une diminution du volume des seins. Et ce port d'un bon soutien-gorge solide, acheté correct, va aider à la tenue de ça. En arrière de la glande mammaire, il y a bien sûr le muscle pectoral qui peut être également aidé avec certains exercices à être musclé pour justement garder la stature à l'arrière. Donc, le problème esthétique est un moindre problème. Je pense qu'en fait, ce serait très dommage qu'une mère prive son enfant de tous les bénéfices que nous venons de voir pour des questions d'esthétique. Les questions de tabou dans certaines régions également peuvent être combattues par une bonne éducation de la population, notamment dans certaines régions du centre. Parfois, les mamans ont l'impression qu'elles ont eu un décès antérieur qui est causé par le lait, alors que ça peut être une pathologie intercurrente. Mais dans tous les cas, je pense qu'il faut qu'elle se rapproche du centre de santé, d'un prestataire, et c'est pour ça que nous sommes justement en train de mettre en place des programmes de consultance en lactation avec vraiment un accompagnement spécifique des femmes pour aider justement à les accompagner dans la mise en œuvre de l'allaitement et sa poursuite jusqu'à 6 mois. Nous avons vu également que les nourrissons qui de 0 à 6 mois sur le terrain, certains sont nourris au lait maternel et au lait artificiel, et ce qui cause beaucoup de problèmes de santé. Quelle est votre expérience sur le terrain? Oui, ce qu'on appelle habituellement, disons, pratique d'allaitement mixte, qui consiste à administrer du lait maternel plus autre chose qui peut être un autre lait ou un aliment solide. Vraiment, l'effet délétère de ce mode d'allaitement a vu toute sa démonstration dans la question des femmes vivant avec le VIH, pour lesquelles j'ai longtemps été impliquée. On sait que, en réalité, si on va regarder la muqueuse digestive de ce type de lait, on va se rendre compte que dans le lait artificiel, les petites protéines allergiques qu'il y a dedans vont généralement agresser la muqueuse en créant des micro-abrasions qui vont donc faire que la muqueuse sera plus facilement perméable à des protéines étrangères, à des protéines allergiques, et donc ce seront des enfants qui seront susceptibles de faire plus de problèmes lorsqu'ils sont un VIH négatif. Mais lorsqu'ils sont VIH exposés, j'ai envie de dire, c'est-à-dire que la mère est VIH positive, c'est pour ça que je veux prendre ce cas de démonstration. Ça veut dire que c'est une maman dans laquelle le VIH a le lait maternel a un peu de VIH. Quand l'enfant prend le lait maternel, il n'y a pas de problème. Quand il prend le lait maternel, puis par derrière, à la suite, il vient prendre de lait artificiel. Ce lait artificiel va créer des petites blessures au niveau de la muqueuse
et ça fait que ça va faciliter la pénétration du VIH. À l'enfant. Chez l'enfant. Donc, en fait, en bref, ça entraîne des allergies digestives et avec des lésions donc, au niveau de la muqueuse digestive qui donc ensuite vont faire passer plus facilement les microbes, plus facilement les allergènes, et ça explique que ces enfants seront plus exposés que les autres à des problèmes allergiques, infectieux et autres. Et c'est pour ça que, notamment dans le cadre de l'allaitement maternel des femmes vivant avec le VIH, il a toujours été prôné de faire un allaitement exclusif. Et c'est pour ça qu'entre autres, l'initiative de promotion de l'allaitement maternel exclusif a pris un essor d'abord avec les femmes VIH positives qui étaient obligées parce que sinon elles risquaient de transmettre le VIH par rapport aux autres. Donc ça c'est un argument en plus pour dire qu'en fait il vaut mieux allaiter exclusivement jusqu'à 6 mois parce que ça va réduire tous les risques de passage de microbes, de passage d'allergènes et tous les éléments. Encore une fois, c'est juste extraordinaire le lait maternel. Oui, c'est tout à fait extraordinaire. Mais il faut quand même dire que, en réalité, j'en profite pour répondre également à une question qui n'est pas posée. Pourquoi est-ce que les femmes donnent autre chose? Elles donnent autre chose parce qu'elles ont l'impression que le lait maternel n'est pas suffisant. C'est un lait qui est différent dans sa composition, qui est donc assez digeste, et qui demande au départ que la mère mette l'enfant enceinte le plus fréquemment possible pour lancer la lactation et la mettre en route pour qu'on atteigne la vitesse de croisière. Et quand ce n'est pas bien fait, elles ont tendance à compléter par un lait artificiel et malheureusement ça fait baisser la production du lait et donc on entre dans un cercle vicieux. J'en profite donc pour dire qu'en fait il faut lancer la lactation, être sûr que c'est bien lancé. Et de toute façon, ce qui est sûr, c'est que jusqu'à 6 mois, le nourrisson n'a pas besoin d'autre chose. Le lait maternel seul suffit. C'est vraiment bon à savoir. C'est pour ça qu'on dit du lait maternel un repas tout en un, d'après vos explications. Tout à fait. Pour la croissance, anti-infectieux, anti-allergique, tous les bénéfices, et le lien affectif, la prévention aujourd'hui des comorbidités non infectieuses, notamment le syndrome métabolique. Donc tout y est pour encourager les mères à ne pratiquer que cela. Et il faut quand même savoir que le fait de ne pas le pratiquer exclusivement contribue pour au moins 10% à la mortalité des enfants de moins de 5 ans, ce qui n'est pas négligeable. Donc il faut quand même que ce soit une démarche de santé publique pour amener tout le monde à entrer dans le même canal. Alors en quelques mots, quelles sont les conséquences de l'absence d'allaitement maternel sur le nourrisson et sur l'individu en âge adulte? Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une surmortalité. Et ça contribue, une surmortalité sera liée aux diarrhées plus fréquentes, aux infections respiratoires plus fréquentes, il y a des risques une morbidité plus fréquente, ils vont de toute façon avoir des problèmes infectieux plus fréquents. Il y a un risque allergique, de toute façon, l'allergie aux protéines du lait de vache n'existe pas chez l'enfant qui est au lait maternel. Donc, c'est l'enfant qui est au lait artificiel qui aura ce problème. Donc, il y a une morbidité plus fréquente, avec les coûts que ça peut engendrer et avec une surmortalité, bien sûr, qui n'est pas négligeable. Au niveau mondial, c'est à peu près dans les 850 000 enfants qui décèdent du fait de l'absence de pratique d'allaitement maternel exclusif au cours des 6 premiers mois de vie. Donc, en fait, c'est pour situer quand même encore l'allaitement maternel comme la deuxième intervention de prévention de la mortalité infantile après la vaccination. Encore une fois, c'est juste fascinant. Nous avons vu également dans le reportage que certaines mères, elles ont du mal à allaiter parce qu'elles travaillent. Quelles sont les solutions qu'on peut leur proposer? Bon, je pense que les solutions dépendent bien sûr de plusieurs facteurs. Mais j'aimerais dire d'emblée qu'allaiter et travailler, c'est possible. Allaiter et travailler, c'est possible. Alors, il y a des solutions qui sont d'abord des solutions systémiques, j'ai envie de dire, des solutions politiques. Nous, au niveau des prestataires de soins et dans les cellules de consultance en lactation, on explique aux mères comment tirer le lait, comment le conserver. Parce que pratiquer l'allaitement maternel, c'est donner du lait de mère à son bébé. Ça peut être direct par la mise au sein, mais ça peut être indirect par le fait qu'on a recueilli ce lait de mère dans une tasse et qu'on le lui donne pendant qu'elle est au travail. C'est toujours l'allaitement maternel, puisque c'est le lait de mère. Si vous
recueillez du lait de mère et vous le laissez dans une tasse à température ambiante, vous revenez au bout de 8 heures, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que c'est un produit vivant, il y a des agents anti-infectieux à l'intérieur. Si dans le même temps, vous prenez une tasse avec du lait de mère et vous prenez une autre tasse avec du lait de vache reconstitué, vous revenez au bout du même délai, le lait de vache est un bouillon de culture. Vous allez au laboratoire, c'est du staphylocoque qu'il y a partout. Parce que dans le lait de mère, il y a des anti-infectieux qui peuvent détruire les germes. Au bout de 8 heures, c'est correct. À température ambiante, il se conserve. Donc la maman va au travail le matin, elle a exprimé son lait, le laisse, elle le couvre, on reste administré à l'enfant, il n'y a pas de problème. Si elle s'absente plus longtemps parce qu'elle est en train d'allaiter, il y a un deuil, elle va 2-3 jours, elle exprime son lait, si elle a un réfrigérateur, elle le met au réfrigérateur, on le réchauffe au bain-marie, on administre à son enfant. Non à la tasse, par exemple, parce que souvent les questions de tétine demandent plus d'hygiène, surtout quand on ne connaît pas les conditions d'eau. Et si c'est une maman qui programme de travailler pendant plus longtemps, elle peut même conserver ce lait au congélateur. Donc vraiment, ça c'est le dispositif, j'ai envie de dire, sur lequel le prestataire d'éducateur en lactation peut accompagner les mères. Et on sait qu'on a des mères volontaires qui l'ont fait, qui ont allaité jusqu'à 6 mois en travaillant et en étant très contentes. L'autre possibilité, c'est de créer des mini-crèches dans les lieux de travail. Des espaces où la maman peut aller allaiter son bébé, alors qu'elle travaille, on amène son bébé, elle allaite, on le ramène à la maison. Ça fait que les femmes ne sont pas obligées de choisir entre travailler et élever les enfants, qu'elles font de toute façon pour la même nation, n'est-ce pas? Donc nous sommes d'accord qu'il y a beaucoup de voies à développer. Dans le cadre de l'ACAFEM que vous présidez, pouvez-vous nous en dire plus sur cette association? Oui, alors l'association camerounaise des femmes médecins, ou ACAFEM, donc, est une association qui regroupe les femmes médecins qui exercent au Cameroun, mais également qui exercent hors du Cameroun, peuvent s'inscrire. C'est une association qui peut également avoir comme membre associé des étudiantes en médecine. Et c'est une association qui a été créée en 1991 selon la loi du 19 décembre 1990 de la liberté d'association, et donc qui depuis cette époque a travaillé beaucoup plus dans la santé reproductive. Au départ, elle s'est concentrée sur les pratiques qui affectent, les pratiques traditionnelles qui affectent la santé reproductive des femmes, notamment par exemple, elle a eu à lutter contre les massages à l'eau chaude qu'on faisait aux femmes juste après l'accouchement, un certain nombre de choses, le fait de cacher l'entrée en travail dans certaines régions du Cameroun et justement certaines pratiques néfastes pour l'allaitement, puisque dans certaines régions du Cameroun, le colostrum dont je venais de parler est jeté alors que c'est quelque chose de très très important pour l'immunité du nouveau-né. Par la suite, elle a travaillé également sur le VIH, notamment la prévention de la transmission mère-enfant du VIH, et également sur la santé sexuelle des jeunes adolescents. Et depuis quelques années, elle se concentre sur la promotion de l'allaitement maternel. Et j'aimerais dire qu'elle est également affiliée à l'Association mondiale des femmes médecins, qui vient de fêter son centenaire à New York. Donc elle fait partie et elle est une des associations principales de l'Afrique centrale. Et donc voilà un tout petit peu pour la présentation de la CAFEM. Et justement, dans le cadre de la promotion de l'allaitement maternel, sous la tutelle de l'Association camerounaise des femmes médecins, nous avons essayé de mettre en place la coalition camerounaise pour l'allaitement maternel, pour aider justement à faire avancer cet agenda vers cet objectif 2025 d'avoir la plupart de nos nouveau-nés allaités jusqu'à 6 mois de manière exclusive. De manière exclusive, ça veut dire mettre en place des cellules de consultance en lactation où on aide les femmes à pratiquer l'allaitement, pousser les hôpitaux à devenir des hôpitaux dits amis des bébés, dans lesquels il n'y a pas de promotion de l'artificiel, où on ne propose pas des substituts du lait maternel, mais on accompagne les femmes à réussir l'allaitement maternel jusqu'à 6 mois. C'est vraiment une solution innovante, concrète, que beaucoup de femmes aujourd'hui ont au Cameroun. Oui, c'est une solution concrète parce qu'il faut quand même dire que
L'allaitement maternel fait partie des politiques nationales. Tout à fait. C'est une politique, c'est dans le domaine de la prévention. Malheureusement, il n'y a pas suffisamment de services qui accompagnent. C'est pour ça que la CAFEM veut prendre cette position en partenariat, bien sûr, avec le département et le ministère public. Et là, nous avons une approche qui d'abord vise à installer ces cellules dans les formations sanitaires. Nous avons commencé par l'hôpital de la Caisse nationale de prévention sociale, le centre hospitalier des SOS. Et là, on va installer également au CAS de Nkondongo, qui va donc avoir son personnel formé, parce qu'il faut former le personnel. Et nous sommes en train de finaliser le curriculum de formation de ces conseillers en lactation pour leur donner les capacités à pouvoir aider les mères à allaiter jusqu'à 6 mois. Et c'est juste à féliciter parce que beaucoup de jeunes femmes ou futures en âge de procréer ont justement une solution aujourd'hui pour répondre à toutes leurs questions. Oui, tout à fait, c'est possible. Comme nous équipons, nous apportons des tire-lait pour montrer aux femmes comment tirer le lait, comment le conserver. L'allaitement est possible, même en travaillant, on doit pouvoir le montrer. Et je pense que avec le temps, ce sont les mères même qui ont pratiqué cet allaitement de manière, j'ai envie de dire, avec succès, qui vont être celles qui vont mentorer les autres, les mères qui vont encadrer d'autres mères et les aider justement à pratiquer cet allaitement maternel jusqu'à 6 mois. On l'a vu, on l'a fait avec le VIH, c'est faisable et donc on pense que ça devrait prendre et ensuite s'étendre dans tout le Cameroun. On a presque 900 000 naissances, donc il faut couvrir tout le pays. C'est merveilleux et c'est vraiment une action solidaire parce qu'en plus ce sont des médecins qui portent ce projet dans toutes les questions de santé. Concernant la mère et l'enfant, au sein de la CAFEM, il y aura des personnes expertes pour répondre aux problématiques des mamans. Tout à fait. Félicitations. Surtout qu'en fait, on va surtout mettre en place le curriculum de formation. La coalition actuellement comporte les femmes médecins, la Société camerounaise de pédiatrie, la Société camerounaise de médecine périnatale, l'Association des sages-femmes, donc toutes ces personnes qui interviennent autour de la naissance, autour de la mère, autour du nouveau-né. Et je pense qu'avec ça, avec les pouvoirs publics, si on se met ensemble, on va couvrir. Chacun peut prendre une région et on va couvrir. Je pense que c'est faisable. Et le Malawi l'a fait. Le Malawi, aujourd'hui, a plus de 70% des mères qui allaient jusqu'à 6 mois. Donc, c'est possible. C'est possible. Si un pays l'a fait, donc un autre peut le faire. Tout à fait. Il n'y a vraiment pas... Il n'y a rien de sorti. Tout à fait. Il faut juste des bonnes volontés comme vous. Il faut la motivation, il faut la bonne volonté, il faut les capacités, c'est-à-dire skills. Je parlais parfois en anglais. Exact. Il faut les compétences pour former le personnel, leur donner des guidelines, suivre, motiver, et ensuite, avec l'initiative Hôpitaux Amis des bébés, encourager les formations sanitaires qui font du progrès, qui vont devenir des modèles pour les autres, et comme ça, on va aller de l'avant. Et une Afrique avec moins de mortalité infantile. Oui, on en a besoin. Tout à fait, elles comprennent. Alors, pour conclure, quel message aimeriez-vous adresser aux mamans, justement, par rapport à l'allaitement maternel? Bon, je pense qu'il faut qu'elles sachent que c'est le premier cadeau qu'elles peuvent faire à leur bébé. Et le vrai cadeau, le cadeau véritable. C'est ça, si une mère veut offrir un vrai cadeau à son bébé à la naissance, qu'elle lui offre le cadeau de l'allaiter jusqu'à 6 mois. Qu'elle lui offre ce cadeau. J'aimerais dire aux belles-mères, qui souvent sont celles qui sont derrière pour donner des conseils qui ne sont pas très bien, les grands-mères, elles ont longtemps oublié comment elles pratiquaient l'allaitement, que l'allaitement maternel, le lait maternel seul est suffisant pour couvrir les besoins du nourrisson entre 0 et 6 mois. On n'a pas besoin d'ajouter autre chose, on n'a pas besoin d'ajouter de l'eau, on n'a pas besoin d'ajouter autre chose. Le lait maternel seul suffit et elles doivent accompagner leurs filles et leurs belles-filles à pratiquer cet allaitement. C'est le meilleur cadeau qu'elles peuvent faire à leurs jeunes nourrissons. Voilà. Merci beaucoup, professeur, d'avoir été avec nous. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt pour le prochain magazine de la santé.